Bonjour à tous. Donc je suis Jean-Yves Marié, cofondateur de la société BIMWay. BIMWay est une société spécialisée dans la numérisation des bâtiments existants et la gestion des données liées aux équipements qui sont installés dans le bâtiment. Aujourd'hui, en 3 ans, on a scanné plus de 750 000 m² de bâtiments dans toute l'Europe et dans l'Afrique du Nord. Alors, nos jumeaux numériques, eux, sont basés sur l'utilisation de nuages de points. Et ici, vous pouvez voir la qualité aujourd'hui des nuages de points qui sont, vous avez au milieu le nuage de points et de chaque côté l'image panoramique qui correspond à ce nuage. Et donc, on a vraiment une vision la plus réelle possible du bâtiment, contrairement à ce qu'on pourrait avoir avec un modèle BIM standard qui est une modélisation d'un espace virtuel par définition. Alors, le jumeau numérique, aujourd'hui, c'est à l'instar de Google. On peut faire un parallèle avec le Google Earth. En 2001, quand Google Earth est sorti, on a commencé à pouvoir explorer la Terre, avoir des images de la Terre complète. Et puis, au fur et à mesure, des couches se sont ajoutées sur ce Google Earth. On a eu Google Maps qui a permis de naviguer. On a eu des informations ajoutées par des utilisateurs. Maintenant, on a accès à l'ouverture, on peut savoir où est le magasin, quand il ouvre, quelles sont les heures de pointe de ce magasin. Et donc, le processus de Digital Twin va permettre d'ajouter va être le support à toutes ces couches d'informations qui vont permettre ensuite de créer de nouveaux services, et notamment dans la gestion des bâtiments et dans l'économie circulaire. Alors, bien sûr, un jumeau numérique, c'est un bâtiment. C'est la numérisation de ce bâtiment, que ce soit par le nuage de points ou par la création d'un modèle BIM, par exemple, et l'ensemble des données qui sont rattachées à ce bâtiment. Ça peut être les données techniques, ça peut être les données contractuelles et autres, et je vais en parler par la suite. Alors, concernant la modélisation physique, donc il y a finalement trois étapes pour numériser un bâtiment dans tout son process. Eh bien, c'est le mapping 3D ou le scan 3D pour la création de nuages de points en utilisant soit des scanners 3D, soit de la photogrammétrie, qui sont de la prise d'image qui vont permettre ensuite de recréer ce nuage de points et de coloriser le nuage de points. Donc ça, c'est l'étape première pour les bâtiments existants. Ensuite, ce qu'on appelle la segmentation 3D, c'est-à-dire la reconnaissance automatique des éléments qui constituent le bâtiment via les images ou via le nuage de points directement. Et après, dans un futur, on commence à faire ce genre de modélisation BIM, mais une modélisation automatique et l'insertion des données techniques en même temps. Donc ça, c'est encore c'est des choses qui sont à venir, qui sont en train de se tester. Mais nous, on se focalise plutôt sur les 2 premières étapes pour permettre de gérer l'information. Alors, le mapping 3D, eh bien, on a différentes possibilités d'utilisation. Le scanner terrestre, qui est un scanner de très haute résolution, avec une portée importante, mais qui permet de scanner environ 700 m² par jour, ce qui fait que le coût de numérisation et la durée de numérisation est importante pour quel que soit le bâtiment. Et n'offre qu'un seul point de vue finalement. On a très peu de points de vue du bâtiment. Ensuite, on a les mobiles scanners qui vont permettre, eux, d'avoir énormément de points de vue puisqu'on va prendre, en même temps qu'on scanne, on prend des photos panoramiques, tous les mètres à peu près. Et donc, on va avoir énormément de points de vue, d'images qui vont permettre d'utiliser ensuite les technologies de reconnaissance. Et on va scanner beaucoup plus vite. Pour le scanner mobile, on va être sur 7500 m² par jour. La contrainte de scanner sur la gauche, c'est qu'il ne peut pas passer partout. Donc, on va devoir mixer entre scanner mobile et static scanner.
Et puis aujourd'hui, il y a quelques mois, on a eu la sortie des ultra mobiles scanners où eh bien là, on va pouvoir scanner avec des portées plus importantes, mais scanner beaucoup plus rapidement et aller dans des endroits les plus inaccessibles. Et j'étais la semaine dernière en Serbie pour scanner une usine. J'ai scanné 24 000 mètres carrés en 2 jours grâce à ces scanners ultramobiles. La segmentation. La segmentation, qu'est-ce que c'est? C'est donc la subdivision d'un ensemble de points 3D en sous-ensembles cohérents. Un nuage de points, c'est quand vous le voyez, ça a l'air cohérent. Quand vous prenez le fichier, eh bien, les coordonnées d'un point d'un plafond se trouvent juste après les coordonnées d'un point d'un mur. Et donc, il est impossible de savoir, de structurer ces fichiers. Et donc, on utilise différentes techniques pour segmenter et identifier, par exemple, on a plusieurs étapes, l'identification, la segmentation par niveau, où on va détecter facilement, grâce aux coordonnées Z de chaque point, où se trouvent les sols et les plafonds, par exemple. Ça va déjà une première étape pour commencer à segmenter notre nuage de points et à séparer donc les murs et les plafonds. Ensuite, on a une segmentation par pièce, donc on va pouvoir détecter les murs, les portes et les fenêtres. Et puis, une segmentation sémantique par détection d'objets en utilisant aujourd'hui des solutions de deep learning. Alors, le deep learning, c'est une approche qui commence à arriver. On a des projets open source qui sont aujourd'hui disponibles. On a des publications sur le sujet et on a des centres de recherche comme en Belgique, à l'Université de Liège, avec le programme 3D Géodata ou à l'École Polytechnique au laboratoire d'informatique qui travaillent sur ces problématiques de segmentation 3D et de mise en cohérence des nuages de points. Alors, à quoi ça sert finalement? À quoi ça sert? Ça va permettre de créer, d'identifier automatiquement les objets et de créer des inventaires. En couplant l'analyse de l'image, puisqu'on prend des images tous les mètres, on a une base d'images importante. En couplant l'analyse des images plus la segmentation 3D via le deep learning, on va avoir une idée très précise de l'inventaire du bâtiment. Alors, l'autre aspect, c'est l'aspect des données. Collecter aujourd'hui pour les bâtiments existants, puisqu'on est surtout sur les bâtiments existants, même si ce qu'on vous présente, ça peut être appliqué sur les futurs bâtiments. Collecter et gérer les données techniques du bâtiment, c'est aujourd'hui un processus long et coûteux. Pourquoi? Premièrement, aujourd'hui, le stockage est fragmenté. Quand vous entrez dans un bâtiment, vous demandez la documentation technique. Une partie est sur le cloud, une partie est sur les ordinateurs de chaque technicien. Et en plus, on a aussi des classeurs qui sont rangés dans les armoires qui ont été accumulés durant les années d'exploitation du bâtiment. Ensuite, on a une diversité de la classification. C'est parfois d'un bâtiment à l'autre, mais c'est également au sein même d'un bâtiment. Les classifications sont utilisées pour l'HVAC, par exemple, et une autre classification utilisée pour l'électricité, une classification utilisée pour l'architecture. Et donc, on va devoir jouer avec toutes ces classifications qui empêchent et qui limitent l'échange d'informations. Et aussi un manque de référentiel. Aujourd'hui, un dossier as-built, c'est la même demande depuis plus de 20 ans. Moi, j'ai pratiqué ça pendant 20 ans. Eh bien, on nous demande un dossier technique d'exécution en 3 tirages papier avec des informations techniques. Donc, on décrit description des caractéristiques techniques, physiques, mécaniques et électriques. On ne définit pas ce qu'on veut, on définit rien. Finalement, on laisse lors de la construction, on laisse libre cours au constructeur de nous fournir un dossier technique sans avoir réfléchi à ce qu'on veut et vers où on veut aller dans toute la durée, le cycle de vie du bâtiment.
Alors, l'idée, c'est de créer une plateforme pour que les parties prenantes structurent les données techniques, contrôlent leur qualité et puissent y accéder facilement. Donc, c'est une connexion entre le modèle physique virtuel, finalement, du bâtiment avec ces données techniques qui vont permettre donc de matcher les deux ensemble. L'idée, c'est de créer une base de données spécifique au bâtiment, conforme aux derniers standards, BIM, ISO, Uniclass, Uniforma et autres. J'ai organisé aussi la possibilité de passer d'un standard à l'autre. Ensuite, un géoréférencement dans un espace 3D avec la mise en connexion, une documentation géoréférencée à l'intérieur du modèle 3D. On l'a déjà, si vous pratiquez déjà des modèles BIM sous Revit, vous avez déjà une partie de l'information, mais pas l'ensemble des informations qui seront nécessaires pour l'exploitation et tout le cycle de vie du bâtiment. Et ensuite, la prédéfinition de référentiels qui vont permettre de définir finalement quel type d'information j'ai besoin dans le cadre de la construction, dans le cadre de la maintenance, dans le cadre d'une certification et dans le cadre, par exemple, d'une démolition ou d'une réutilisation du bâtiment. Alors, le cycle de vie de la donnée d'un produit, c'est exactement le même cycle de vie qu'un bâtiment lui-même. Puisque, eh bien, il y a l'aspect stratégique finalement avec l'Organization Information Requirements, les OIR. Ce modèle est basé sur le dernier ISO, hein, l'ISO 19650, qui va qui cherche à organiser les moyens de définir les stratégies de données, comment définir les besoins, les protocoles, et ensuite définir les sources uniques d'informations qui vont permettre d'échanger vers d'autres. Donc, la première étape, c'est le pourquoi. Quelles sont les informations dont on a besoin? Ensuite, la première strate, ici, vous voyez, l'Asset Information Requirement et l'Asset Information Model va servir de base au projet de construction, mais va servir sur l'ensemble, sur la durée complète, le cycle de vie complet du bâtiment. C'est grâce à cette strate qu'on va pouvoir passer de la phase design, construction, exploitation et démolition. La dernière strate, qui est les EIR et le PIM, est plus spécifique à la phase de design et de construction. On a besoin d'informations en termes de design et de construction très particulière, qui est beaucoup basée sur le modèle géométrique, hein, finalement, avec des informations d'organisation de chantier et autres. Et ensuite, on va devoir retirer ces informations pour les rajouter dans la phase supérieure, dans la strate supérieure, qui vont servir ensuite à l'exploitation. Alors, l'Organisation Information Requirements, c'est quatre sujets: juridique, commercial, financier et technique. Et le maître d'ouvrage va devoir, à cette étape, définir quels sont ses besoins en termes d'information. Ça peut être juridique, bien sûr, pour les autorisations, gérer les dates de validation de permis, de renouvellement d'autorisation, par exemple, ou de contrôle obligatoire. Ça peut être commercial pour des bâtiments de type retail où eh bien, on va pouvoir avoir des informations sur des ratios surface commune, surface louée, des ratios de production au mètre carré, et ainsi de suite. Ça peut être des informations financières, et là, ça peut rentrer dans, par exemple, l'économie circulaire, puisqu'on va pouvoir connaître la valeur, on veut pouvoir connaître la valeur du bâtiment pendant toute sa phase de vie et jusqu'à sa démolition, quelle sera la valeur de tous les équipements qu'on a en phase de démolition, ou faire la création de plans de maintenance pluriannuels, par exemple. Et puis, bien sûr, l'aspect technique qui va être des plans, les fiches techniques, des manuels de maintenance, ou avoir des informations sur, par exemple, la quantité de liquide réfrigérant, le type de liquide réfrigérant, la qualité de l'air, le niveau de lumière naturelle, et ainsi de suite. Donc ça va être vraiment, en fonction de chaque maître d'ouvrage, eh bien, les demandes sont différentes. Un magasin, une grande surface va être très axé sur le commercial.
une institution qui loue pas, qui va construire son bâtiment et qui ne prévoit pas de louer de surface va complètement oblitérer cet aspect commercial. Alors, l'Asset Information Requirements a un cadre général finalement et est basé sur un cadre général qui est les informations de type qui sont généralement de type COBie, qui vont définir différents besoins génériques. Et ensuite, on va pouvoir définir des attributs qui vont être spécifiques à chaque équipement, à chaque composant. Mais un composant, ça peut être le bâtiment lui-même, qui va avoir des attributs spécifiques. Ça peut être une zone, ça peut être un espace, disons, si on a besoin de savoir quelle est la qualité de l'air, le débit d'air dans cet espace et autres, ce genre de choses. Et jusqu'à l'équipement qui sera installé, la lampe, la prise électrique et autres, tous les équipements techniques qui vont permettre de suivre, d'évaluer la maintenance, d'améliorer la maintenance, mais ça peut être également des passeports matériels, par exemple, des données pour remplir ce passeport matériel. Et l'Asset Information Model, eh bien, c'est le moyen de communication. C'est grâce à cet élément que l'on va pouvoir échanger avec tous les systèmes. Donc, on a l'aspect géométrie du bâtiment, l'aspect données du bâtiment. Et là, tout ça, ça va passer par des formules. Nous, on préconise plutôt des formules open source, on va dire, COBie, IFC, qui vont permettre de fournir les informations aux applications BIM, que ce soit pour remodéliser ou pour gérer à travers des systèmes de gestion, de building management system et autres, qui vont pouvoir récolter ces informations qui ont été structurées dès le début et dès la phase de conception ou après, si on prend un bâtiment existant. Alors, voilà ce que ça donne. Ici, on a une visualisation du bâtiment qui va permettre de savoir, d'avoir un inventaire. Ici, on a un inventaire sur tous les équipements de courant fort, courant fort, où on sait que dans cette pièce, j'ai 103 équipements qui sont répartis sur différentes techniques, luminaires, distribution et autres. On va avoir une idée également de la qualité de la donnée. Est-ce que toutes les données sont disponibles concernant, par rapport à certains différents référentiels qu'on aura établis ou qu'on aura utilisés, si on a utilisé des référentiels prédéfinis, qui vont nous permettre d'avoir une idée de l'effort qu'on doit faire pour arriver à une bonne qualité de la donnée, chaque élément. Aujourd'hui, par expérience, on peut dire que pour 100 mètres carrés, on a environ entre 40 et 50 équipements pour 100 mètres carrés. Si on a vraiment, quand on va vraiment aller jusqu'au bout du processus, à identifier tous les éléments qui seront apparents, je parle des éléments apparents, dans un bâtiment de bureau, on est entre 40 et 50 équipements pour 100 mètres carrés. Et ensuite, on a donc le passeport de chaque équipement qui vont permettre donc de définir les informations générales, mais également le matériel, passeport matériel qui va servir à définir si l'équipement peut être réutilisé, sa composition, son empreinte carbone, qui vont permettre de définir certaines analyses. Alors, l'apport du jumeau numérique ou du digital twin dans le cadre de l'économie circulaire, c'est quoi? C'est la création et la gestion d'inventaire qui permet un arbitrage en cas, par exemple, de modernisation d'équipement. Savoir, est-ce qu'on va améliorer notre empreinte carbone, par exemple, ou l'augmentation des taux de réutilisation des équipements. Aujourd'hui, quand vous achetez une voiture, vous demandez toujours son carnet d'entretien. Pourquoi, quand vous allez acheter une lampe d'un bâtiment existant, vous ne pouvez pas obtenir ce carnet d'entretien? Donc, le fait de collecter ces informations nous permet de dire la maintenance a été faite dans les bonnes conditions, à la bonne période, et on vous fournit le carnet d'entretien de cet équipement, et uniquement de l'équipement que vous allez récupérer dans ce bâtiment. Ça permet aussi la création de marketplace de l'occasion.
et d'augmenter la visibilité de mise à disposition, d'augmenter aussi de pouvoir planifier en disant bah, ces équipements-là vont être démontés à telle date et donc je vais pouvoir savoir quand j'aurai à disposition ces équipements. Moi, je prends l'exemple tout simple d'un projet que j'ai déjà fait pour la rénovation d'une terrasse en bois de 3500 m², où simplement une semaine avant, j'ai dit à mon entourage, dans mon entreprise et à tous les gens que je pouvais dire, voilà, je vais démonter une terrasse, les planches seront mises à disposition, vous venez à telle date et on vous les charge dans votre camion. Eh bien, j'ai pu économiser, j'ai pu recycler finalement plus de la moitié des planches que j'aurais dû jeter à l'époque. Et simplement par du bouche à oreille. Aujourd'hui, grâce à une marketplace, on peut amplifier ce phénomène. Le fait aussi de pouvoir améliorer la maintenance va permettre une augmentation de la durée de vie, donc une réduction de l'utilisation des matières premières. Et ça peut également avoir une incidence vers les fabricants. Pour le fait de pouvoir avoir un marché d'occasion va inciter les fabricants à créer des équipements plus facilement démontables. Et ensuite, ça va, comme on l'a expliqué, c'est une histoire de conception également, puisque ça va augmenter des conceptions de bâtiments qui seront plus réversibles, avec des choix de matériaux différents. Et par exemple, il est plus facile de réutiliser une fenêtre que de réutiliser la vitre de la fenêtre. Et donc, voilà un peu le fait de gérer la donnée depuis le démarrage du projet, voire depuis à la fin de la construction, eh bien, va nous permettre d'entrer dans un cercle d'économie circulaire. Donc voilà, merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail, LinkedIn ou téléphone. Je réponds à toutes vos questions.